Bonjour et bienvenue au Kleber Talk. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Rachel Cartier. Rachel Cartier, c'est une consultante en culture stratégique et aussi une curatrice. Rachel Cartier a une expertise à la fois dans les secteurs de la musique, puisqu'elle a été directrice de musique chez Deezer. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de la culture comme soft power, mais aussi comme pouvoir économique, comme pouvoir politique. Et on a hâte de pouvoir avancer avec elle sur ces sujets qui sont clés. À très vite! Bonjour Rachel, Bonjour. ravie de te recevoir aujourd'hui. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton parcours? Alors avant toute chose, merci pour, cette invitation et encore, très honorée d'en faire partie puisque j'ai pu, regarder un petit peu quelles étaient les autres participantes et j'ai été très impressionnée. Moi, je suis donc Rachel Cartier, j'ai près de 18 ans d'expérience dans la musique et dans les secteurs culturels au sens large. J'ai notamment travaillé, pendant plus de 10 ans chez Deezer en tant que d'abord curatrice puis directrice musique, Head of Music. Donc j'étais en charge de toute la stratégie musicale pour la plateforme, pour la France, avec quels artistes on va s'associer, quelle est l'offre, éditoriale, donc l'offre de playlist. Donc à la fois la constitution des playlists, mais aussi, ce qu'on va mettre dedans évidemment. Ouais. Gérer les équipes de curation, la création originale, donc tous les projets qu'on a pu créer, autour des artistes pendant cette décennie et en parallèle, j'ai été aussi présidente d'un programme de mentorat de femmes et de minorités de genre qui s'appelle MEWEM. Ouais. Qui se spécialise dans l'accompagnement d'entrepreneureuses, justement dans la musique notamment, mais aussi dans la musique à l'image. On a accompagné pas mal de directrices de production et cetera. Donc, c'est toujours globalement autour de la musique et de la culture, hein. Auparavant, j'avais été attachée de presse, je suis passée en label aussi. Mmh. Donc, voilà, une expérience, assez large et donc, depuis maintenant bientôt 1 an et demi, je me suis mise à mon compte. Donc j'ai à la fois un projet de recherche, donc totalement indépendant sur les questions justement des enjeux de diplomatie culturelle, Mmh. et de dialogue international par le prisme de la culture et une structure de conseil qui s'appelle Alcyone, qui accompagne des institutions, des entreprises, ou sur des enjeux de stratégie culturelle ou donc dans le retail par exemple, ou des entreprises du secteur culturel sur des enjeux d'ordre plutôt stratégique et business. Donc là, j'ai eu l'occasion de travailler pour, Radio France, pour l'INA, pour un programme, qui regroupe les bureaux export, européens, sur la musique, sur des enjeux de prospective. Plus récemment, voilà, je suis sur un client chinois, donc c'est à peine créée, la société est déjà, sur un prisme international, ce qui me ravit puisque, c'est tout le sens de ma recherche justement. Ouais, c'est un parcours qui est très riche et très vaste. Ce qui m'avait beaucoup parlé chez toi, c'est ta manière de fonctionner et tu m'en as dit un petit peu plus, c'est comment tu arrives finalement à parce que c'est un vaste sujet, celui de la culture, Mmh. à en faire quelque chose d'actionnable, pour les entreprises, voilà, les organismes qui s'adressent à toi. Quelle est ta méthode et ton mode de fonctionnement finalement pour créer quelque chose à partir de cette matière qui est, très riche? Ce que je trouve assez fascinant avec la culture, c'est que même quand on n'en fait pas partie, elle est autour de nous en permanence. La musique qu'on écoute dans les transports le matin, les films qu'on va voir au cinéma, les expositions qu'on va voir ou même, on parlait des enfants tout à l'heure, ce qu'eux ramènent de l'école aussi, les séries qu'ils vont apprécier et cetera. Donc j la culture est partout, qu'on le veuille ou non et c'est ce qui nous permet aussi de faire société, dans ce qu'elle nous permet d'avoir un dialogue en fait, un échange aussi. Je voyais encore, sur le chemin que, les relations, même amicales où on s'envoie de la musique par exemple, ont plus de chances de tenir puisqu'il y a un rapport affectif qui est complètement différent. Il y a une volonté de partager quelque chose qui est au final assez précieux et qui dit beaucoup de soi, Ouais. ce qu'on écoute avec l'autre. Quoi de plus romantique ou de plus, intime que de faire, une mixtape pour quelqu'un, quel que soit le support d'ailleurs. La culture est partout et justement, je trouve que c'est ce qui est assez intéressant, c'est que ce que j'ai pu constater aussi dans mes différents voyages par rapport à ce projet de recherche, toutes les entreprises ont compris que, au-delà de la culture d'entreprise, puisque la on parle déjà de culture d'entreprise, C'est vrai? la culture permet aussi d'enrichir un narratif d'une société, en fait. Ouais. C'est ce qui va faire la différence. Produit égal, à prix égal, c'est, ce que les narratifs que porte le la marque qui vont faire aussi que,
une forme d'attachement qui se crée avec les publics. Donc de plus en plus et notamment en Asie, où c'est d'une évidence criante, les sociétés ont vraiment intégré ça, à toute leur réflexion stratégique et je pense notamment à une marque qui s'appelle Gentle Monster, qui est une marque coréenne qui vient de s'installer, à Paris, oui, qui est un exemple, parfait. C'est-à-dire que la culture fait partie de tout leur storytelling. Toutes les magasins sont des bijoux d'architecture. Quand même Tout déjà a été travaillé dans la minutie, quoi. tout a été travaillé dans la minutie. Quand on rentre dans les magasins, il y a des automates, des animations avec des visages qui bougent et cetera, donc Génial. la musique, est très spécifique aussi, dans les campagnes, c'est, par exemple, là, c'est Tilda Swinton, qui est l'incarnation, principale de la campagne, donc il y a aussi des ambassadeurs très liés à la culture. Les collabs, vont de Martin Margiela à Jennie des Blackpink, enfin, il y a vraiment, et en fait, on s'aperçoit que c'est aussi tout ce storytelling autour de la marque, qui vend donc des lunettes, hein, parce que je ne l'ai même pas dit, qui vend des lunettes, qui fait qu'il y a un attachement qui est, intrinsèquement très, très fort entre l'audience et la marque. Et ce qui fait qu'en gros, Gentle Monster pourrait faire n'importe quoi. Concrètement, les gens seraient toujours très attachés, n'importe quoi dans une certaine mesure, Bien sûr. mais seraient toujours très attachés à la marque. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez ancré, dans en Asie et qui est en train aussi d'arriver. Alors, c'était déjà le cas aussi ici, mais peut-être différemment. Mmh. On voit que les usages sont légèrement en train de changer. On a toujours trouvé qu'en France, on avait une culture forte C'est ça, et qu'on pouvait rayonner, à travers le monde via des réseaux de tout à fait. francophonie et en exportant un peu notre art de vivre à la française. Est-ce que toi, avec ta perspective, tu vois qu'on est en train d'évoluer sur ces questions ou de régresser? C'est au final assez positif parce que effectivement, la France a toujours, joué d'un patrimoine culturel qui est, quand même assez unique au monde, Ouais. exceptionnel, que ce soit architectural, que ce soit musical, que ce soit, en peinture ou autre. Donc on part avec, des avantages, concurrentiels C'est sûr. si je puis dire, qui sont assez exceptionnels. On a la On a tour la Eiffel, Tour Eiffel, bien sûr. bien sûr, on a les Champs-Élysées, enfin bref, Paris, une ville qui est magnifique, on a des régions qui sont magnifiques. Donc je pense qu'on a un capital culturel, puisque ça reste un capital, aussi, qui est assez colossal. Mais peut-être que du coup, on n'a pas saisi aussi qu'il y avait, des typologies d'audience qui réagissaient différemment et que ces audiences, il fallait aller les chercher aussi Ouais. et que ce patrimoine culturel pouvait aussi bénéficier, d'une lecture aussi peut-être plus pop culture. Mmh. Ce que je trouve assez fascinant, c'est, de voir comment est-ce qu'on peut relier patrimoine et pop culture, et comment la pop culture peut être, entre guillemets, à l'avant-poste du patrimoine, en tout cas ce qui peut attirer, l'attention de publics peut-être plus jeunes aussi. Ouais. Et une fois que ces publics ont été, intrigués par notre pop culture, de leur montrer justement la richesse de ce patrimoine. Il y a un autre, constat que j'avais pu faire aussi, c'est qu'on était très centré sur, une culture assez élitiste, qui, bien évidemment est indispensable. Je pense, à l'opéra, je pense aux musées. C'est pareil, les musées, ça a beau être assez peu cher, ça nécessite quand même une démarche, Mmh. assez forte de passer la porte d'un musée. Il faut ju encore une fois, avoir soi-même un capital culturel, Ouais. pour avoir le courage de rentrer dans ce musée. Et je trouve que c'est là où c'est très intéressant, c'est de voir comment tout l'écosystème culturel, depuis quelques années, est en train de repenser un petit peu, comment s'adresser à des plus jeunes publics. Et moi, je suis intimement convaincue que la pop culture est la réponse et que c'est le meilleur moyen de les faire venir. Et une fois que, ils sont venus avec la pop culture, On peut ouvrir le rayonnement. voilà, on Mmh. peut montrer un peu la richesse de la culture française qui est assez exceptionnelle. Mmh. Et donc c'est tout l'enjeu de ma recherche, c'est Ouais. d'essayer de voir à l'étranger quelles sont les méthodes, quelle est l'approche, quelle est la réflexion pour voir comment ramener aussi un peu ça, ici et en faire bénéficier, bah, les acteurs culturels, français. Quand tu en parlais, ça me rappelait un peu la cérémonie d'ouverture des JO de Mmh. 2024, où là, j'avais l'impression en tout cas qu'on intégrait de la culture Ouais, avec de la pop et qu'on allait chercher un autre type de public. Alors tout à on a fait. eu des pour, des contre, des c'est très parisien et en même temps c'était les JO de Paris. Mmh. Mais donc pour toi, ce serait un peu, cette combinaison qui va chercher, finalement différents publics et en reprenant nos codes, pour pouvoir les faire vivre finalement, Absolument, c'est un excellent exemple et pour le coup, je connais très bien les équipes qui ont travaillé sur cette cérémonie et
Je sais que ça a été une réflexion, très, très Mmh. longue et très, très poussée et donc très aboutie, hein, on a vu le Ouais. résultat. Et effectivement, il y avait vraiment cette volonté de pas faire quelque chose de daté, ou de classique. Non pas que j'ai quelque chose contre le classicisme, mais, je trouvais que c'était intéressant d'avoir eu cette approche et qui était au final assez, inclusive aussi puisqu'il faut être capable de parler de marqueurs forts de notre culture s qui ne s'adressent pas uniquement à un public initié et c'est ça que je trouve très important, c'est qu'il faut pouvoir rentrer dans cette culture sans, se dire: «Ah oui, mais si on n'a pas la référence du peintre, ou de, telle chanson ou quoi, on Mmh. passera à côté». Bah non, là, en fait, tout le monde était au final, assez inclus dans le projet et c'est ça que j'ai trouvé assez formidable. On en est tous, et toutes conscientes, c'est que, ça a un impact. C'est Mmh. sûr, la culture, on a des cultures d'entreprise, on a besoin de se référer, voilà, à des marqueurs, communs. Mais comment la culture a un impact économique, finalement? Parce que c'est toujours difficile un peu à quantifier Mmh. et pourtant ça a un écho, mais la partie économique, elle est un peu mise de côté. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des filières qui parfois, bah, sont les moins rémunératrices et les moins, valorisées, alors que c'est central pour faire exister une marque, pour faire exister, une personnalité et cetera. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on a souvent tendance à mettre toute la sphère culturelle à part, heu précisément parce que c'est compliqué de parler d'industrie culturelle. En tout cas, c'est pour toute une partie de la culture, c'est compliqué d'y apposer le terme industrie, ce qui s'entend. Je suis assez partisane de dire que, il faut être extrêmement vigilant à ne pas marchandiser la culture. Il ne faut pas que ça devienne un supermarché, de produits culturels. Pour autant, il faut je trouve que la question de la valeur de la culture est très intéressante. Pourquoi c'est compliqué de parler de valeur de la culture? Pour moi, il y a 2 aspects qui sont très importants. C'est que je fais souvent le parallèle, avec, l'avant-streaming et pour le coup, je peux en parler vu que j'y ai Oui. travaillé un certain temps dans le streaming musical. C'est de se dire que, il n'y a pas si longtemps que ça, il était assez inconcevable pour nous tous de payer pour de la musique. En tout cas, la musique étant accessible gratuitement, Ouais. ça nous semblait, bizarre de devoir payer et donc de fait, la musique avait considérablement perdu de sa valeur Mmh. et pourquoi le sujet de la valeur est toujours un peu tabou dans la culture? C'est parce que en réalité, elle a une valeur marchande. Dans le cas de la musique, on peut aussi se dire que, bah, c'est le temps passé en studio, de l'ingé son, de l'artiste, des musiciens, la location du studio, hem, toutes les équipes qui vont travailler dans le studio, les équipes marketing, communication et cetera. Donc là, de fait, il y a une valeur marchande, hein, si on considère, voilà, Mmh. comme dans n'importe quelle industrie. Mais il y a aussi une autre valeur qui est très difficile à estimer, qui est la valeur, symbolique aussi de la culture et je pense que c'est pour ça que, le la question de la valeur de la culture est toujours un sujet. Pour autant, si on est purement pragmatique, la culture, alors j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais fait partie des premiers secteurs qui emploient en Europe et pour autant, on n'arrive pas à conceptualiser que, la culture est donc un secteur qui rapporte. On voit toujours, la culture comme quelque chose qui coûte et qui souvent, en cas de réforme budgétaire, fait partie des premiers postes à être, sabrés, Mmh. de façon assez intense et je pense que c'est là où vraiment on rate quelque chose qui est assez essentiel, c'est que, un territoire qui n'a plus de culture, il y a un territoire qui se meurt. C'est ce qui va permettre aussi de faire en sorte que les gens s'interrogent. C'est ce qui est quand même très, très lié aussi, bah, à la sphère émotionnelle. Donc, Ouais. c'est aussi dans les émotions qu'on se construit et je trouve que c'est, voilà, pour moi, la culture est à la fois un moyen d'être émerveillé, soi. En tout cas, moi, c'est mon point de départ, c'est que moi, ça m'a dans ma vie, à plein de moments et même au quotidien, c'est quelque chose qui me provoque énormément d'émerveillement, que ce soit la musique ou la photo ou la peinture ou l'architecture, on en parlait juste avant. Mais que c'est aussi, un moyen de s'affirmer, c'est un moyen d'être libre. Mmh. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, notre culture. En tout cas, c'est quelque chose qui participe à nous définir, à définir notre identité en tant qu'individu, en tant que société. Ouais. Qu'est-ce que la France sans sa culture?
La France est un peuple, alors j'en parlais avec une amie, elle me disait: «La France est un pays romantique» et c'est vrai, on est tout le temps, toujours un peu dans l'emphase, on se contente On le pas de voit mettre bien au fin cinéma d'ailleurs. voilà, on se contente pas de mettre fin à la monarchie, on a des actions assez radicales, hein, et dans chaque, étape de l'histoire de la France, il y a des marqueurs culturels très, très forts. Tu mentionnais le cinéma et c'est un très bon exemple. Le cinéma, c'est assez convenu, par tous que c'est un secteur qui rapporte de l'argent. On parle de box-office. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette question aussi, cet aspect aux autres, champs, culturels? Donc c'est un petit peu sur tous ces sujets que je travaille, c'est passionnant et c'est un puits sans fond puisqu'en fait, on revient vraiment, je trouve, à l'essence des choses et de pourquoi la culture est aussi importante. Mmh. C'est quasi philosophique. Ouais. Mais justement, toi, tu le rends, finalement, tu arrives à avoir toutes ces informations et à en faire un concentré, qui est finalement un plan d'action ou en tout cas qui apporte à, cette industrie, à une entreprise et ça, c'est super fort. J'ai envie qu'on revienne sur, ton parcours et notamment tu as cité, Maewem. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quel a été le déclic? Et en quoi, voilà, cette organisation, en tout cas, promeut les femmes dans cette industrie? Pourquoi tu t'es lancée, dans ce défi? Parce que je pense que, la petite Rachel à Bourges, qui n'avait pas de réseau, dans la musique, pas de parents, dans des secteurs, créatifs, aurait pu bénéficier de ce genre d'initiative. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat assez tard, j'avais 37 ans. C'est la moyenne, hein, en France. OK, bah, c'est bon à Voilà, savoir. moi aussi pareil, Je donc suis je suis pas rassurée. OK, je suis pas OK, tout c'est hyper intéressant à savoir. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours été très créative et j'aurais pu bénéficier de ce genre d'initiative. Donc quand on m'a appelée, c'était en 2018, non 2000 non 2020. 2020, quand on m'a appelée, ça a été assez évident pour moi, de rejoindre, l'expérience. Alors je l'ai d'abord rejointe en tant que mentor, en me disant, bah, c'est à la fois, voilà, ça fait quelques années que je travaille, je suis contente de pouvoir, redonner ce que moi, on m'a donné au fur et à mesure de ma carrière, les personnes qui m'ont guidée, qui m'ont encouragée, qui m'ont conseillée. Donc c'est aussi assez flatteur de se dire qu'on va faire appel à vous, pour partager des conseils et je me suis dit: «C'est aussi un moyen de rester, jeune dans ma tête, d'être inspirée aussi au Bien sûr. contact, des personnes, qu'on va accompagner et de toute la promo». Donc généralement, c'est des promos de 12 personnes, ce qui peut sembler peu, mais en même temps, ce qui est quand même, il faut trouver 12 mentors et puis il faut pouvoir aussi, heu, gérer l'écosystème et cetera. Donc c'est quand même, tout ceci était bénévole, donc c'est quand même beaucoup de travail et j'ai adoré pendant 2 ans m'entourer et donc là, justement, je collabore aujourd'hui avec mon ancienne mentor de l'époque. C'est assez, C'est génial. c'est la boucle est bouclée. Ouais. 2 ans en tant que mentor, puis en tant que présidente, j'ai fait un mandat de 2 ans où justement on a pu, développer pas mal de sujets, notamment sur la question sur les enjeux de diversité. Il y avait un vrai souci sur cet aspect-là et je me voyais pas, présider un programme, qui promeut l'inclusivité si on n'était pas nous-mêmes Mmh. capables de faire cet examen de conscience et dire: «Bah, il y a un enjeu, il y a un vrai sujet, donc il Ouais. faut il faut l'adresser». Là, on est en pleine discussion justement sur, comment est-ce qu'on réduit aussi les inégalités par rapport aux territoires ultramarins, Mmh. puisque pour moi, c'est une faillite, en termes de mission, si on n'est pas capable de combler, en tout cas de faire la démarche d'essayer de combler ce différentiel. Donc, c'est des sujets qui sont pas faciles à adresser, surtout dans des structures, encore une fois, où ça repose beaucoup sur le bénévolat, mais pour moi, il faut qu'on les ait et pour ce qui est de la motivation, c'est vraiment ça, c'est comment redonner ce que moi j'ai eu, ce que j'ai eu la chance de ce dont j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier et combler des inégalités. C'est comme les algorithmes. Si on n'introduit pas des marqueurs de j'allais dire de différence, mais c'est pas de la différence, c'est plus de la diversité au sens premier du terme, Mmh. on se retrouve avec un narratif qui est complètement biaisé. Ouais et qui est un peu toujours le même Et aussi. qui est toujours le même et qui, voilà, qui tourne en rond et qui, au final, finit par s'essouffler. Donc c'est à la fois, oui, bah, c'est une mission, c'est un devoir et aussi pour moi, c'est une grande richesse et c'est ce qui, pour moi, symbolise aussi ce que doit être, le discours culturel français aujourd'hui et demain. Mmh. C'est-à-dire que, si on regarde la société d'aujourd'hui, la France de 2025 n'est plus la France des années 60 Ouais. et si le narratif culturel reste bloqué sur un narratif des années 60, pour moi, on passe à côté d'une grande richesse, Mmh. si je peux juste, donner un autre exemple, c'est de dire que,
ça fait plusieurs années que je constate que, les artistes qui ont tendance, en tout cas en musique, qui ont tendance à le plus s'exporter à l'international sont pour, hors French touch évidemment, électro, je mets cette esthétique légèrement à part, mais ce sont des artistes pop et qui sont généralement des femmes racisées. Ouais. Donc ça dit quelque chose aussi de ce qu'est la France aujourd'hui et encore une fois, alors peut-être très naïvement, moi je suis assez convaincue que, si on peut tous se rassembler derrière Kylian Mbappé, on devrait pouvoir se rassembler derrière Aya Nakamura. Ouais. Ça ne devrait pas être un sujet. Mmh. Bon après c'est tout ce que ça soulève de misogynie, hein, mais pour moi, clairement la France a des gros sujets de misogynie notamment à régler, mais à l'extérieur, on est vu comme encore une fois, comme un pays très romantique. L'incarnation de la femme française est très forte à l'international. On incarne aussi une forme de liberté. On doit lutter au quotidien pour des acquis, ça c'est une réalité, mais à l'étranger, on est perçu comme un peuple épris de liberté, etc. Et je pense que c'est ça qu'on incarne. Et toutes, c'est ce qu'elles incarnent, une vraie liberté de création. Elles chantent l'amour, un amour qui est choisi, un amour qui n'est pas subi. Mmh. Donc vraiment, je trouve que ça dit beaucoup de notre identité, je trouve. Ces identités et ces musiciens, est-ce que, on a un peu parlé, voilà, des algorithmes par rapport à l'IA, comment ils arrivent à cohabiter? Est-ce qu'il y a une partie qui est en mode: «On veut pas intégrer l'IA et on préfère avoir de la créativité pure»? Est-ce qu'il y en a qui se lancent et qui vont essayer de faire finalement converger ces 2 mondes? Comment tu vois l'évolution, de cette culture en mouvement, C'est marrant parce que j'en parle avec quand même pas mal de musiciens et bon, bien évidemment, comme sur toute évolution technologique, il y a toujours des pour, des contre, des gens qui sont assez ancrés. Alors avant toute chose, moi, il y a une personne qui fait un travail formidable sur la question de la protection de la création artistique, c'est Cécile Radweber, qui dirige la SACEM aujourd'hui, qui réussit à résister à des structures énormes auprès des GAFAM, etc., pour justement protéger la création, protéger les œuvres, heu, d'une forme de pillage aussi, par des très, très grosses structures internationales. Hem, l'IA est déjà dans notre quotidien déjà depuis une vingtaine d'années, en ouais. réalité, si on est réaliste. Donc dire qu'on est contre l'IA, pour moi, ça a peu de sens. En revanche, bien entendu qu'il faut être capable d'encadrer aussi son utilisation. Si j'en parle avec, un ami producteur, qui s'appelle, Nomak, lui, il va, bidouiller, sur tous ces logiciels et cetera. Il va créer des instruments qui n'existent pas, qui sonnent, entre, une voix humaine et une guitare. Donc c'est C'est quand fort. même, assez exceptionnel et ça, c'est possible uniquement grâce à l'IA et c'est, on va dire, un outil qui lui permet de pousser sa créativité encore plus loin. Donc moi, je trouve ça formidable et à l'inverse, on parlait de justement comment sortir des algorithmes et cetera. Les IA, génératives, telles qu'on les utilise aujourd'hui sont quand même très souvent, développées par des groupes sociaux, et socioculturels assez homogènes. Ouais. En l'occurrence, des personnes blanches occidentales, de classe moyenne supérieure, très éduquées et cetera. Donc il y a aussi tout un biais dans la façon dont elles sont conçues, qui encore une fois écarte tout un pan de la façon dont on réfléchit, de la façon dont on construit un plan, de la façon dont on construit une argumentation et cetera. Donc c'est là où il y a beaucoup d'enjeux, je trouve et encore une fois diplomatiques là, Mmh. à ne pas, tout céder parce que pour moi c'est un enjeu autant de souveraineté culturelle que de souveraineté, technologique au final. Mmh. Les 2 sont liés, ouais. Les 2 sont intrinsèquement liés et donc c'est là où encore une fois le travail de Cécile, est absolument, indispensable. Donc les IA sont partout, elles font partie de notre quotidien, on les utilise tous si on est aussi, assez, honnête et sincère. On en avait parlé ensemble, moi je vois ça comme une intelligence augmentée puisque Comme une comme bibliothèque, voilà, ouais. parce qu'au final, il y a rien d'artificiel, en fait. La réalité, c'est que c'est juste un moteur de recherche, Plus, plus. boosté aux hormones et qui a une super, super acuité, super capacité à aller, rassembler des informations. Au final, ça reste des informations qui ont été, produites par des êtres humains, donc ça n'a rien d'artificiel en soi. Pour autant, effectivement, ça soulève, encore une fois, pas mal d'enjeux philosophiques, assez importants.
Est-ce que tu entends, toi, des craintes de personnes qui ont peur de se faire remplacer par l'IA dans ton industrie? Dans le secteur culturel, oui, il y a beaucoup de craintes, sur des métiers, qui sont beaucoup de la tâche répétitive ou sur de la production et cetera et d'une certaine façon, je enfin, je le comprends parce que sur les on va dire sur les métiers qui sont peut-être les moins créatifs, le risque est réel. Le risque est réel. Après de là à se faire remplacer complètement, je préfère, ne pas y croire. Enfin, j'espère qu'on s'arrêtera avant, en tout cas qu'on aura, une réflexion, commune, avant d'en arriver là. Et sur les métiers créatifs, je dirais que les personnes sont plus protégées parce que aussi puissantes, soient les IA, on n'a pas encore réussi à remplacer, ce petit glitch, dans l'équation qui fait que, un Glenn Gould, peut vous faire, verser une larme juste avec une note de piano. Enfin, il y a aussi tout cet aspect qui fait que, sur les métiers créatifs, je pense, en tout cas, encore une fois, en 2025, au moment où on se Novembre parle, 2025. voilà, en novembre 2025, au moment où on se parle, j'ai quand même du mal à visualiser des intelligences artificielles qui remplacent des créatifs, mais il faut que je pense que la vigilance doit être, collective. Mmh. Là, on avait parlé de la symphonie de Beethoven qui avait Oui, été, faite tout à fait. avec l'IA et bon, dont le résultat, a été très critiqué. Mmh. Donc, on n'y est pas pour tout de suite, en tout cas. Oui. Mais c'est voilà, c'est des questions, qui vont se reposer. Mmh. Est-ce qu'on a besoin d'un conseil pour pouvoir prendre ces décisions un peu plus collectivement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives, ont des personnes qui testent, mais qu'on n'a pas encore de régulation et que, bah, finalement, comme c'est, dans notre capital économique, comme tu le disais si bien, il faut qu'on y veille aussi. Absolument. Donc ouais, ce sont des questions qu'on pourra creuser, certainement. C'est une course qu'on a un peu sous-estimée, je pense, parce que c'est une course, hein, qu'on le Mmh. veuille ou non, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse autant aux enjeux, diplomatiques et géopolitiques. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, en tout cas dans la France est aujourd'hui, c'est vraiment, lié à 30 ans de peut-être de manque d'investissement sur, la recherche, de manque d'investissement sur, justement toutes ces questions-là où au final on n'a pas vu, combien, il était dangereux de confier toutes ces datas, et toutes ces informations à des entreprises comme les GAFAM. On voit bien aujourd'hui, encore une fois, la faillite, que ça peut créer aussi, point de se demander qui a le plus de pouvoir entre des États et des entreprises, donc des intérêts privés, C'est pas prêt de changer vu les budgets qui sont votés et l'allocation même au niveau malheureusement. européen. Parce que les data centers, on a quasiment donné voilà, un graal aux US pour pouvoir, nous fournir, tout ce dont on avait besoin pour mettre des infrastructures et donc si on n'a pas les infrastructures, c'est un peu compliqué de conserver sa data. Mais c'est sûr que ce sont des questions où je sais même pas si on pourrait être dans la course finalement, parce que les budgets qui sont, mis de la part des US et de la Chine sont colossaux par rapport à ce Oui. qu'on pourrait faire. Est-ce que toi, tu vois des initiatives européennes qui émergent au niveau de la culture, pour décider de ces questions ou c'est encore, pays par pays où on va parler de la culture, sachant qu'on a du coup un patrimoine commun, en Europe? On a un patrimoine commun, c'est certain et en plus, là, pour le coup, cette mission que j'avais faite enfin, auprès de structures qui s'appellent Aimé, qui rassemble donc tous les bureaux, export d'Europe. J'étais allée, écouter un peu des artistes, de tous les pays, donc c'était pas sur le papier, c'était pas le plus évident et au final, je me suis retrouvée en Pologne à écouter des artistes polonais. Pareil, à écouter des artistes, alors du coup, par le prisme de l'Eurovision, au final, qui est peut-être moins mon ADN musical, mais c'était assez intéressant et en fait, oui, on a un ADN musical commun. On a bien évidemment nos différences et heureusement, mais on a un ADN musical commun. Après, est-ce que l'Europe se saisit vraiment de ces sujets? Tous les programmes ont changé, il y a quelques mois. Ouais. Sur le papier, tout le monde s'est dit: «C'est génial, ça va permettre d'optimiser un petit peu» et là, au final, je sens que pas mal d'acteurs ont été, assez, étonnés par la tournure que prenaient les choses et en fait, j'ai quand même le sentiment qu'on a une approche alors pas nécessairement court-termiste sur l'Europe, c'est pas nécessairement ça parce qu'on a, je pense, une volonté d'avoir une vision long terme. On a encore du mal à associer culture et stratégie et je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que,
Alors sans tomber dans l'entertainment, hein, on va dire que la culture est un Ouais. spectre, qu'elle va de l'expérimentation totale jusqu'à, l'amusement, donc l'entertainment, dans le sens noble du terme aussi, hein. L'entertainment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est, ultra populaire et que c'est effectivement peut-être plus calibré, on va dire. Mais justement, moi, j'ai tendance à dire que la culture ne s'arrête pas à l'entertainment. Elle devrait pouvoir aller jusqu'au bout Mmh. du spectre et réembarquer aussi des populations peut-être, plus, qui sont moins, qui ont moins le capital culturel. Il ne faut pas les exclure de cette réflexion parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce qui permet de faire société. C'est Ouais. vraiment ce qui nous permet tous d'avoir des marqueurs communs, d'avoir des endroits où on se retrouve. Je refais le parallèle avec le foot. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le foot est une occasion de se rassembler, Ouais. qu'on soit PDG d'une grosse boîte ou qu'on soit sur des chaînes de production. Il y a vraiment un enjeu. La culture devrait pouvoir être aussi ce territoire et ne devrait pas être réservée à des élites. Ouais, on se rejoint beaucoup sur cette question de faire société. Moi, Mmh. je vois beaucoup l'entreprise comme étant, un lieu pour, justement dépolariser Oui. et permettre de faire société et travailler en commun. Mmh. Je pense que c'est l'une des plus belles relations parce que c'est des relations non choisies et qui aboutissent à un résultat. Mmh. Donc, je suis assez convaincue comme toi qu'on a besoin de ces lieux où on crée des nouveaux narratifs ensemble. Et il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui, avant, auraient pu travailler dans la culture ou en tout cas qui aimeraient travailler dans la Mmh. culture, mais qui se l'interdisent parce que c'est pas un sujet en vogue, parce qu'il y a pas beaucoup de budget, hem, parce que voilà, les modèles économiques sont encore à éprouver. Comment concrètement ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des sweet spots? Est-ce qu'il y a des espaces où en fait il y a on sait les plateformes par exemple auront plus d'argent pour employer des personnes qui vont travailler sur ces questions. Mais lorsqu'on parle de culture avec, une dimension plus, régionale, politique, nationale, où on reste un peu dans des musées, où voilà, où on a l'impression qu'il y a pas forcément beaucoup, d'argent si on ne parle pas du Louvre évidemment. Comment ça fonctionne concrètement le modèle économique pour pouvoir, soit, bah, faire, subventionner ou alors, faire en sorte qu'il y ait de la croissance, sur ces sujets? La question du financement de la culture est bien évidemment au centre de tout ça et s'il y a bien une chose que je retiens de tous mes voyages, en Asie, que ce soit sur des très grosses puissances, ou sur des pays, on va dire, qui sont en plein développement, en pleine explosion, je pense notamment au Vietnam, c'est que dans tous les cas, ce sont des pays qui investissent énormément sur la culture. Chose que peut-être on n'a pas on a moins tendance à faire. Enfin, attention, hein, la France a des On budgets a une culture. exception culturelle, Voilà, on a un modèle qui est éprouvé, et c'est là où je trouve que, en tout cas, la stratégie du ministère, des Affaires étrangères est intéressante sur ce point puisque, au-delà de la diffusion, c'est-à-dire, d'accompagner des artistes dans un développement international qui est important, mais qui n'est qu'un aspect, de la stratégie. La stratégie, plus large est de créer des dialogues et donc d'exporter, en tout cas de partager plutôt, certains savoir-faire, puisqu'on a la chance d'avoir, un modèle qui existe depuis 40 ans, qui est pas parfait, hein, bien évidemment, mais qui innove, qui itère aussi, au fur et à mesure et qui s'adapte parfois avec un peu de retard, mais qui cherche à s'adapter aussi, Mmh. aux évolutions, du monde. On a ça à partager et en même temps, je m'aperçois qu'il y a encore une fois une créativité qui est très, très forte dans des pays tels que le Vietnam. Il y a vraiment quelque chose qui peut se créer à cet endroit-là. Le financement de la culture en France va devoir, évoluer et on le voit justement avec le Louvre, il y a eu ce grand dîner, de gala qui avait fait polémique, mais en même temps, il faut bien que l'argent, Oui. enfin, voilà, si Est-ce on qu'on peut opposer argent et culture? Est-ce qu'on peut se dire: «Beh, en fait, on doit pas être mercantile parce que ça n'a pas de prix ou c'est» on valorise tellement les arts et la production culturelle, mais en même temps, sinon c'est une industrie qui va pas pouvoir, progresser, qui va un peu, dépérir. absolument et en fait, même pour être totalement, sincère, moi je trouve que le modèle coréen sur ça est assez intéressant. C'est qu'en fait, la base, c'est le confucianisme, hein, donc c'est, comment est-ce que, donc on a les chaebols, hein, qui sont donc les entreprises, les Hyundai, Mmh. LG et cetera, Ouais. Samsung, en fait, qui sont les premiers mécènes de la culture. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de l'architecture, de comment c'est fait et cetera, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a une vraie volonté, des élites, industrielles de financer la culture en Corée. Donc il y a pas un musée qui n'est pas,
sponsorisés par, Samsung, Chanel et cetera. Donc c'est à la fois, comment toutes ces structures ont des stratégies art et culture. Encore une fois, on revient à la question du départ, comment ça alimente aussi leur narratif, mais il y a aussi, dans le cas de la Corée, je pense quand même une réflexion sur comment est-ce qu'on fait grandir la Corée ensemble. Donc il y a quand même, encore une fois, là, il y a vraiment ils font vraiment Il y a société un sur ça. noyau, ouais. Et c'est peut-être là où en France, on a un enjeu, je trouve, c'est que, Il y a de plus en plus de fondations, et au final Fondation voilà, LVMH, Fondation Pernod Ricard, enfin, absolument. on voit que les entreprises sont un peu en train de s'emparer du sujet, mais j'ai l'impression pas encore sur du dur. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un peu des bibliothèques, slash cafés qui sont un peu revisitées, Tout à fait. mais pas forcément de on va injecter de l'argent pour faire venir des talents, les garder et les faire grandir C'est et ça, du coup, bah, les talents partent vers, de la data, de la santé. c'est ça, C'est vraiment comme ça, nous, qu'on accompagne les femmes qui ont bien envie de sûr, reprendre leur monde parce qu'elles veulent aller vers des industries qui, a priori, payent mieux. bien sûr. Et c'est là où c'est effectivement, j'allais reboucler avec, le point de départ de ta question, c'est que il faut voir ça aussi comme un investissement. Alors attention, hein, le fait d'avoir des financements privés, ça soulève aussi la question de l'orientation de la curation. C'est-à-dire que, Exactement. dans une France, où, le discours, enfin la fenêtre d'Overton se déplace quand même dangereusement, enfin dans une direction assez dangereuse, il faut aussi se dire que ce qu'on se dit aujourd'hui peut devenir hautement inflammable, Ouais. si on a des changements politiques, Mmh. assez radicaux, dans les années qui viennent. En tout cas, moi, c'est toujours la rigueur que je m'impose aussi sur ma partie recherche, c'est attention à ce que je développe, comme raisonnement, qui fonctionne dans une France, Dans un démocratique, contexte, voilà, voilà. Mmh. et qui deviendrait très dangereux dans un contexte qui ne l'est pas. Donc, c'est comment est-ce qu'on justement, comment est-ce qu'on recrée du lien par le prisme de la culture? Et effectivement, pour ce faire, on a besoin de talents et effectivement, ces talents, il faut les payer. Parce qu'à un moment donné, c'est la fuite des cerveaux vers d'autres secteurs, Ouais, mais c'est aussi la fuite des cerveaux à l'international. exactement. Parce qu'à l'international, pour le coup, je peux vous garantir que la créativité française, elle est très, très appréciée. Appel à nos auditrices. OK. Enfin, en tout cas, oui, ce sont des questions, je pense cruciales et c'est bien d'aller les creuser comme ça et de Mmh. voir ce qu'on peut retirer pour, voilà, pour nos matières, pour nos auditrices et qu'elles puissent, se nourrir. Dans ton parcours, toi, qu'est-ce qui a été un peu, fondateur pour toi? Si je regarde mes différentes expériences professionnelles, à chaque fois où j'étais dans des petites structures, où j'étais dans des structures qui étaient, challenger, qui étaient pas forcément leader. Donc je trouve qu'à chaque fois, ça oblige et maintenant je suis indépendante. Donc dans tous les cas, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est toujours de partir du point de départ que je sais que je ne sais pas et que, bah, le chemin que je vais poursuivre, c'est celui de, comment je développe, mes savoirs, comment je développe mon capital qui n'est pas que financier, mais justement culturel, intellectuel et autres, pour toujours aller plus loin. Donc je pense que c'est un peu le moteur de ma démarche. Comment je transforme ce qui peut apparaître, comme des freins ou des contraintes, comment j'en fais au contraire, une capacité, décuplée à les dépasser. Mmh. C'est très beau. Alors je pense que ton titre de directrice musique chez Deezer peut faire rêver beaucoup de personnes. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que tu faisais? Comment, voilà, se sont déroulés ces 10 ans, C'est vrai que c'est un métier et j'y réfléchissais pas plus tard que ce matin, parce que justement, c'est aussi tout un cheminement personnel de, l'image de soi en tant que femme qui entreprend, c'est toujours quand même vraiment un sujet, hein. Comment je m'habille, comment je me présente, qu'est-ce que je raconte de moi? Enfin, c'est voilà, je vois très bien. il faut se le dire, c'est quand même des sujets qu'on partage toutes, quelles que soient nos industries. Bien sûr. Et justement, je pense que pour moi, ce poste, ça a été à la fois, une bénédiction et en même temps, un moment très difficile parce que, j'ai été curatrice très jeune, j'avais, 26 ans. À 32, je devenais directrice musique, d'une quand même très grosse plateforme, musicale. C'était quand même pas anodin. Je suis très heureuse d'avoir eu cette expérience, mais c'est vrai que dès qu'on a un poste comme ça à responsabilité qui est très visible, parce que bien évidemment c'était très pratique que je sois une femme aussi, à un moment où il était question d'avoir plus de diversité, plus de parité et cetera, bah, j'étais une très bonne candidate pour, faire des interviews, prendre la parole et cetera et dire que oui, on est très engagés, parce que pour le coup, à titre personnel, Oui. ça faisait partie de mes engagements, hein. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'accompagne pas trop les femmes sur tous ces sujets-là. J'étais très, très, très visible, enfin très, très visible, tout est relatif, hein, à l'échelle d'industrie, et je pense que ça a été, je réfléchis pas mal à la notion de faux self. Mmh. Ça a été, assez difficile, de ce côté-là. Donc
Parce qu'en fait, tout le monde veut vous parler, tout le monde veut vous parler parce qu'en fait, vous avez la clé d'une visibilité qui est, très importante. Donc pour revenir concrètement sur qu'est-ce que je faisais, je dirigeais l'équipe de curation, donc qui était en charge de créer toutes les playlists, d'anticiper les tendances Ouais. concrètement. C'est même pas de les suivre, c'est de les anticiper, c'est de lire tous les signaux faibles, d'être capable, d'anticiper, une espèce d'émergence, alors des musiques afro-caribéennes qui ont évidemment toujours existé, mais où il y a eu un espèce de mouvement qui était en train Mmh. de prendre avec des artistes, qui étaient très bien entourés et qui du coup, voyaient leur exigence artistique, surnager par rapport au reste. Donc ça, c'était assez formidable et donc c'est voilà, c'est comment être capable d'anticiper aujourd'hui ce qui sera, mainstream, on va dire, dans 10 ans et c'est clairement ce qu'on a fait et en ce sens, ce qui me plaît le plus dans cette expérience, c'est que c'était un succès collectif. Quand je dis: «Je sais que je ne sais pas», c'est quelque chose que j'ai aussi pratiqué dans mon management, où j'ai toujours, cherché à avoir des équipes qui se soutiennent mutuellement et qui ont la compréhension de ce que font les autres et qui, quand il y en a un de l'équipe qui est en train de couler, sous l'émission, bah, que les autres peuvent venir l'aider et donc de faire remonter aussi des savoirs, d'être capable d'écouter ce que me dit, la stagiaire qui est arrivée depuis 3 semaines, parce que son avis compte, au même titre que les autres et ma plus grande satisfaction, c'est de voir que les personnes que j'ai pris en alternance ou autres sont aujourd'hui, Mmh. les grandes curatrices, de 10 heures, donc c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc oui, c'est c'est aussi, porter, la stratégie de, création originale. Quels sont les projets sur lesquels, on va enfin s'engager? Quel, quel projet la marque doit financer aussi? Je pense notamment à un projet comme La Relève. Sur le papier, c'était pas évident de faire investir en 2019, une boîte comme Deezer sur, une compilation de jeunes talents. Donc d'artistes complètement inconnus, bon, qui depuis sont devenus des superstars, mais c'était pas sur le papier, c'était pas évident et là où moi je m'étais rajouté une petite contrainte aussi au passage, c'était Mmh. que je m'étais dit, «Bah, moi je veux des femmes dans ce projet». Sur du rap, c'était pas évident, Ouais. donc il a fallu bien chercher. On a réussi à en trouver et en l'occurrence, l'une d'elles, maintenant est dans un film avec Gilles Lellouche, voilà, c'est Lala Ace, et et oui, je crois que c'est ça qui était le plus réjouissant, dans notre démarche, c'était de se dire, bah, modestement, peut-être à notre petite échelle, on a pu impacter aussi, faire changer quelques consciences. Mmh. Et là où j'ai eu beaucoup de liberté chez Deezer, c'est parce que, tous les projets étaient conçus pour être relativement héroïstes quand même, donc répondre à des objectifs, d'engagement, de recrutement et cetera, sans pour autant transiger sur l'aspect des valeurs. Ouais. Donc c'est C'est un ça qui beau était combo, formidable. mais ouais. C'était pas facile, Non. c'était un peu un numéro d'équilibriste par moment, mais je regrette pas, ça m'a permis de faire des projets absolument, exceptionnels. Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que, bon, on en a un petit peu parlé en off, mais je sais qu'à un moment, tu as eu un trop-plein dans Oui. cette carrière. Quels ont été les premiers signaux que tu as ressentis? Est-ce que tu les as compris tout de suite ou parce que tu as quand même été très jeune, placée à beaucoup de responsabilités. Tu détectais des pépites, c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'il y avait une pression aussi, C'est ce que j'abordais légèrement tout à l'heure sur la question du faux self, c'est que c'est un job où on est extrêmement sollicité, dans le sens où on a, beaucoup de pouvoir. Alors attention, c'est un terme que j'emploie, avec beaucoup de pincettes. C'était pas, moi en tant qu'individu qui avait du pouvoir, c'est la fonction qui relève beaucoup de pouvoir. Donc, qui dit beaucoup de pouvoir, dit beaucoup de responsabilité. À la fois, j'avais à cœur d'être une bonne courroie de transmission entre ma direction et mes équipes et entre mes équipes et ma direction, donc ce qui est déjà très difficile mmh, d'être en middle management. C'était aussi une équipe qui par d'une certaine façon, je trouve, n'avait pas la reconnaissance, qu'elle méritait puisque, c'est cette équipe qui a détecté Angèle, c'est cette équipe qui a détecté Christine and the Queen et cetera, enfin, qui a détecté ou Juliette Armanet, Clara Luciani, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est cette équipe qui a porté aussi l'âme de Deezer. Donc il y avait, je pense, ce niveau de pression, il y avait le niveau de pression que je me mettais justement toujours la question des valeurs et puis la pression du chiffre aussi, alors pas nécessairement mis par ma direction, mais la compétition, avec les autres plateformes, le fait qu'on était une plateforme française et qu'il fallait
batailler contre des énormes concurrents, Des mastodontes, ouais. voilà, des Mmh. mastodontes, et encore une fois des GAFAM. Et oui, il y a eu un moment donné où je pense que j'ai eu besoin d'avoir une respiration et cette respiration étant MEOM, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a ouvert aussi, je pense, un champ des possibles, tout autre. Et oui, à titre personnel, il y a eu un moment donné où c'était trop. Là aussi, parce que je pense que c'était trop en termes de volume, tout simplement, hein. Mmh. J'étais, head of music et présidente du programme en simultané, donc là, c'était Et on a compris que les agendas s'étaient un peu croisés oui, sur ces voilà, 4 dernières années. c'est ça. Mmh. Donc là, c'était un peu intense, donc c'est quelque chose auquel je fais quand même assez attention aujourd'hui. Mais oui, il y a eu un moment donné, un matin, je rentre, de vacances, je passe des vacances formidables et j'arrive au bureau et j'ai la main sur la poignée de la porte et j'arrive pas à enclencher cette fichue, poignée, quoi. Mmh. Et là, de se dire: «C'est fou, mon corps ne répond plus, mon corps ne répond plus, je n'arrive plus, je suis épuisée alors que je rentre de 3 semaines de vacances». Donc c'est des signaux physiques qui sont très forts au Ouais. final, et je pense qu'ils ont été très forts aussi parce que j'ai ignoré les précédents. C'est, une irritabilité qui monte, c'est, un sommeil, qui est qui se fait rare, des réveils, nocturnes, de: «Ah, est-ce que j'ai envoyé ce mail?» Bon Mmh. ça on l'a tous connu, mais c'est vrai que c'est tous ces signaux en fait où je pense que je j'y ai pas du tout fait, fait attention jusqu'au jour où le corps, bah, c'est comme, un appartement, le système électrique disjoncte en fait. À un moment donné, c'est stop. C'est des malaises, c'est, voilà, Mmh. c'est un le corps arrive à un stade où on ne peut pas l'ignorer. Là, Ouais, ça ne fonctionne plus. Ça ouais. s'arrête, c'est système éteint. J'ai eu de la chance d'avoir, une médecin absolument exceptionnelle qui m'a dit, là, c'est ce qu'on appelle un burn-out, hein, il y a pas de doute, sur le terme et qui m'a permis de prendre soin de moi. Il y a eu une forme de déclic, en fait. Je pense que le fait d'avoir, heu, ces problèmes de santé, m'a obligée à reconsidérer un petit peu ce que je voulais pour moi en tant qu'individu. Je m'étais toujours beaucoup adaptée, aux autres, à ce qu'il fallait aussi, à une certaine forme d'idéal, que je me faisais et en fait, là, j'ai pas eu d'autre choix que de me dire: «Mais moi, qu'est-ce que je veux en fait?» Ouais. Et ça a été le plus grand bouleversement de ma vie depuis ouais, sur ces 10 dernières années et je regrette pas parce qu'en fait, c'est une réflexion qu'on devrait tous avoir, à des moments, différents de nos vies, que ce soit la trentaine, la quarantaine, moi j'ai pas attendu la quarantaine, hein, clairement. Mmh. Mais je vis assez intensément les choses, donc peut-être que ça équivaut à une quarantaine, je sais pas. Mais oui, oui, c'était une réflexion nécessaire et indispensable. Mmh. Un pas de côté salutaire, Absolument. et qui te permet de voir les choses différemment, peut-être revoir la place du travail aussi? Ou est-ce que Ça m'a complètement permis de revoir la place du travail et en tout cas l'intention que j'y mettais. Donc au final, la question des valeurs reste au centre, hein, puisque, très clairement, je j'ai aucune hésitation à décliner poliment, une demande, que ce soit un client ou une mission, si ça n'est pas aligné avec, mes valeurs. C'est comme si ça m'avait permis au contraire d'être encore plus alignée et là vraiment je m'estime chanceuse parce que, j'ai trouvé assez rapidement, ce que je voulais faire de ma vie. mmh, Mais je pense que le burn-out, au final, c'est ce que je dis parfois aussi, a été, l'électrochoc dont j'avais besoin. C'est-à-dire que là, j'étais dans une voie confortable, dans laquelle j'aurais pu rester confortable parce que sécurité de l'emploi et cetera et au final, cette mise en danger, en tout cas ce réveil, un peu violent m'a obligée à me dire: «Non, en fait, c'est pas forcément the easy way qui est, ta voie, va falloir trouver ta voie et trouver les moyens de le faire et en fait, assez rapidement et c'est là où quand même le corps est assez formidable, c'est que je pense en une après-midi, j'ai quasiment fait une sorte d'auto-bilan de compétences de qu'est-ce que je peux faire si je ne fais plus ça? j'adore, c'est C'est très efficace. et vraiment c'est complètement enfin moi je me l'explique pas en fait. La seule, indication que je peux avoir, c'est de me dire: «En fait, c'est probablement une réflexion que tu avais en tâche de fond, si je Qui puis était en dire». train de, voilà, de Voilà. germer. C'est qui était en train de germer, que tu n'écoutais pas et en fait, à un moment donné, bah, le burn-out a dit: «Bah si, maintenant, il va falloir écouter»
et tiens, voilà quelques informations, quoi. C'est comme si le mon corps s'adressait à moi, mon esprit s'adressait à moi, je sais pas trop. Mmh. Je suis pas dans les choses ésotériques ou quoi, mais il y avait quand même quelque chose d'assez, Ouais. particulier, quoi. C'est à un moment donné, je me suis juste posé cette question: «Qu'est-ce que je peux faire si je ne fais plus ça?» Et j'ai commencé à écrire, 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 écrire et j'ai écrit pendant 4 heures et après bah, honnêtement, ça tenait la route, quoi et c'est ce que je suis en train de faire Et aujourd'hui le donc plan d'action était fait. le plan d'action était fait, il y a eu des ajustements, il y a eu des évidemment sur la méthode, Bien mais sûr. le fond était là, quoi. Donc Je comprends tout à fait, j'ai eu un peu la même, enfin, c'était un peu différent, mais quand j'étais chez L'Oréal, juste avant que je parte, j'ai eu un accident de vélo. mmh, En fait, il y a un camion m'a percuté et je me suis fracturé la main droite et en fait, ça m'a immobilisée pendant 1 mois, sauf que tout allait bien, sauf le fait de taper à l'ordinateur, donc j'étais obligée de réfléchir eh oui, et 2 mois après, je suis partie de L'Oréal parce que, voilà, j'ai eu le master en IA et cetera. Mais en fait, ça a été cet enchaînement et je pense que cet accident était genre: «Stop, maintenant il c'est faut ça, prendre un nouveau cap». Ça résonne et je comprends ce déclic et on a l'impression qu'en fait, c'est rapide, mais je pense que ça germait depuis longtemps absolument, et que ça travaille dans le fond et qu'on s'autorise peut-être plus à un moment à passer à l'action. absolument. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est en fait, c'est l'immobilisation, le fait de casser un rythme qui fait qu'on peut être, encore une fois, c'est de la créativité, hein. Mmh. C'est ni plus ni moins que de la créativité et donc c'est comment, ce mois, sans pouvoir, taper au clavier, t'a obligé à dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de taper un clavier, ou quelle autre activité je pourrais faire?» et cetera, pour justement, avoir un petit peu cet appel d'air. Ouais, Le fameux appel d'air qui hyper t'a important. immobilisé pendant un mois Mmh. et au final, pour moi, c'est toujours, en tout cas, je sais que ma créativité, elle est toujours venue dans des moments où je ne travaillais pas. Mmh. La relève, ça m'est venu en me brossant les dents, par exemple. Ouais. Et c'est souvent là que viennent les meilleures idées parce qu'en fait, l'esprit vagabonde, il est plus concentré sur une tâche concrète et pénible ou enfin, ou complexe et donc c'est là, en vagabondant justement, en faisant c'est un peu cette, Mmh. je sais pas, ce Moi, je dis: «On phosphore». c'est ça, c'est exactement ça. On prend, c'est comme l'intuition en fait, c'est la somme de tout ce qu'on a absorbé en lecture, en magazine et cetera, en ce qu'on a entendu et on le transforme et pour nous, c'est de l'intuition, mais en fait, c'est du travail. C'est du travail, c'est du savoir, c'est du temps consacré, du temps Mmh, passé. Et c'est là où c'est, je trouve, formidable et donc peut-être qu'effectivement, c'était déjà en train de germer d'une certaine façon, depuis, quelques années ouais, et quand le corps n'a plus répondu, faut prendre un autre cap. il fallait prendre, un autre cap et justement, rédiger la copie. Ouais, Voilà, c'est beau, c'est très, très beau. J'espère que ça va beaucoup inspirer d'autres femmes, j'espère et aussi. j'ai hâte aussi d'entendre vos messages, vos récits, si ça vous est aussi arrivé, comme ça on sera moins seuls. Et Déjà, on est 2 à avoir fait, la voilà. même expérience, mais je pense qu'il y en a d'autres, aussi. Bah, cette expérience-là et puis même par rapport au burn-out, c'est une question qui, moi, m'a souvent été posée, «Pourquoi tu en parles aussi ouvertement?» et cetera et je pense que déjà, j'ai pas à avoir honte d'avoir traversé une période comme ça. Malheureusement, ça arrive à tout le monde Mmh. et puis moi, j'avais toujours un peu cette image de, espèce de machine, qui est jamais fatiguée, qui va tout droit et cetera. Bah, si même moi, ça m'a couché, enfin «même moi» entre guillemets, hein, dans l'inconscient des personnes, qui disait ça de moi. C'est l'exemple que ça peut toucher tout le monde Exactement. et donc c'est pour ça que je préfère en parler. Déjà parce que j'ai pas à avoir honte, mais aussi parce que, par exemple, je sais que mon expérience a permis à au moins une amie de s'apercevoir qu'elle était peut-être en train de se diriger vers ça. Un Mmh. jour, elle m'appelle, elle me dit: «J'ai pas réussi à descendre les escaliers, du métro» Mmh. et là, je lui dis: «Bah, vas-y, rentre chez toi, j'arrive, on va prendre un café» et donc voilà, il faut en parler, c'est vraiment essentiel et comme cette expérience, Ouais. Faut détecter les signaux faibles et oui, puis, s'écouter et jauger par rapport à son environnement. tout à Parce fait. que généralement la petite voix, on l'a Bien depuis un sûr, petit moment. bien sûr, on l'a et c'est essentiel. Mmh. On va bientôt, finir cette belle discussion, ce bel échange. Je veux savoir quelle est ta vision pessimiste, on va dire, de, comment évolue l'industrie, la culture. Bien sûr, on aura la vision positive pour terminer parce qu'on a un média résolument optimiste. Bien sûr. Mais on va commencer par la vision, pessimiste. La vision pessimiste, c'est, une culture qui n'a plus d'argent et qui se meurt. C'est, une uniformisation, une globalisation de la culture. On peut le voir dans la musique notamment, il y a un retour des scènes locales, très fort.
et heureusement. Je pense notamment aux musiques, latines, aux musiques africaines aussi, où il y a énormément d'enjeux. Enfin, on voit le Nigeria qui a une scène très forte, l'Afrique du Sud aussi. Dans le cadre de ces scènes-là, c'est pareil, c'est un vrai sujet et de se dire comment est-ce qu'on développe aussi l'industrie. Tous les artistes nigérians partent à l'international, ne Ouais. restent pas sur le territoire parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur musique sur le territoire. Donc pour moi, c'est un enjeu de souveraineté aussi, de se dire comment est-ce qu'on fait pour que nos artistes, tout comme nos chercheurs, parce que Mmh. les artistes sont des chercheurs Ouais. au Ouais. final, Mmh. restent sur le territoire et puissent faire leur travail puisqu'en fait, dans les 2 cas, c'est des travaux qui servent la société. Pour moi, c'est un peu c'est ma grosse inquiétude pour l'Europe et pour la France. Une culture, aseptisée, prémâchée, qui ne fait pas réfléchir, en fait. Si l'art ne fait pas réfléchir, c'est que c'est pas de l'art. Ouais. Encore une fois, il n'est pas question de la réserver à des élites, et à des personnes qui ont un capital culturel, développé, mais ça doit pouvoir nous interroger, même si, on est, au CP et que, c'est la première fois qu'on va au musée de toute notre vie. Enfin, Mmh. donc oui, si on n'a pas ça, et malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, l'équilibre est très fragile, si c'est un peu voilà, c'est un peu ça ma vision pessimiste. Et ta vision optimiste alors? Ma vision optimiste, j'assiste souvent à des tables rondes avec des gens très, très inspirants et avec, beaucoup d'expérience et beaucoup de résilience aussi, où justement, on voit aussi, un momentum de vraiment voir la culture, mais comme on disait culture d'entreprise, mais culture de société. Mmh. Vraiment comme quelque chose qui fait qui est le liant, qui est le ciment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. C'est-à-dire que c'est ma façon de me retrousser les manches et de me dire, je suis pas juste là pour mettre en avant de la musique, si je puis dire, Ouais. même si encore une fois, j'ai fait ce job en ayant toujours ça, en tête. Donc là, j'essaie de porter ces sujets-là à un échelon plus diplomatique et plus géostratégique, si je puis dire. Donc la vision positive, c'est, une culture, plus accessible, un souci particulier à porter au jeune public, puisque je Mmh. pense que tout passe aussi par, l'éducation, l'accompagnement. C'est moi, en tant que petite fille et jeune femme, c'est la culture, a été une ligne de vie. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a permis de tenir dans des moments très compliqués. C'est ce qui m'a donné énormément d'émerveillement. Ouais. C'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres, de développer beaucoup de savoirs, donc c'est encore une fois, c'est une richesse. C'est Mmh. vraiment une richesse et si on permettait, au très jeune public de passer plus de temps dans la nature et plus de temps dans les musées, plus de temps à pratiquer des instruments et cetera, enfin, j'ai une vision de l'apprentissage qui est peut-être, naïve, mais en tout cas, je crois beaucoup au pouvoir de la culture, notamment sur les jeunes publics. Ouais, pratiquons l'embellisme. Moi, je suis à Oui, fond pour l'embellisme. On en oui, a besoin tout à et fait. ça réveille les âmes, différemment. Mmh, absolument. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci Rachel. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci pour ton invitation. À très vite. À bientôt.